Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, 3 témoins, 3 personnes ont accepté de répondre à quelques questions. Il s'agit de Juliette, de Brigitte, et puis d'un homme, Bernard, qui s'est joint à nous pour éventuellement faire entendre peut-être des sons un peu dissonants. Juliette, Brigitte, Bernard, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Et je vais tout de suite vous poser des questions relatives à l'expérience que vous avez eue de votre condition féminine. Lorsque vous étiez enfant, quel souvenir avez-vous de la manière dont vous avez été traitée dans un monde où il y a des personnes de sexe masculin et des personnes de sexe féminin? Juliette. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été traitée mal par mes parents, notamment. Peut-être un petit peu à l'école, au collège, il me semble que, autant que je m'en souvienne, parce que c'est assez loin, j'ai été un petit peu moquée par les garçons, qui m'appelaient l'autruche. Je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié pourquoi. Voilà, mais enfin, ça m'est revenu là maintenant, mais ça ne m'a pas marqué très fort. Oui. Et ça a duré longtemps, cette appellation bizarre? Le temps du collège, c'est-à-dire 2 ans, oui. C'est arrêté? Après, je suis partie. Et... Oui. C'est tout. Et c'est le seul souvenir que tu aies, je vous tutoie hein, tous les 3, d'avoir été un peu discriminé? Oui. Sinon, non, j'ai pas eu sinon de gros problèmes. Est-ce que tu as souvenir, par exemple, d'avoir été laissé de côté dans des jeux ou bien d'avoir été l'objet de moqueries concernant ton habillement ou ta participation à certains exercices? Non. En dehors du fait que je me rappelle maintenant qu'on m'appelait l'autruche en gris parce que j'étais souvent en gris et que je m'appuyais sur le mur en mettant un pied contre le mur et j'avais donc comme une seule patte. Alors voilà, c'est pour ça que qu'on m'appelait l'autruche. Voilà. Que les garçons m'appelaient l'autruche. Les garçons seulement. Oui. Brigitte, toi, quel souvenir as-tu de ton enfance de petite fille? Mon enfance de petite fille, c'était une enfance assez classique entre les garçons et les filles. Il y avait peut-être, on ne mélangeait pas forcément les jeux entre garçons et filles. À l'école également, les garçons jouaient ensemble, les filles jouaient entre elles. On jouait à la corde à sauter, à la marelle. Les garçons jouaient aux billes. C'était de façon très, très classique, mais je n'ai pas eu le sentiment d'avoir vécu une discrimination durant toute mon enfance. Non, je n'ai pas ce souvenir-là. Est-ce que vous avez l'une et l'autre des frères et des sœurs, Brigitte? Oui, j'ai eu 2 frères. On a été élevés de façon assez classique et traditionnelle, je dirais. Alors peut-être petite préférence, une petite différence. Je me souviens quand j'étais petite fille, puisque j'ai vécu pas mal de temps. Je me souviens avoir pendant plusieurs années avoir été fait preuve un petit peu de discrimination quelque part, d'une certaine façon, puisque mes frères bénéficiaient pendant les vacances, bénéficiaient de séjours au ski, par exemple. Et puis moi, j'avais droit à un vêtement fait par une couturière. Voilà, donc le schéma très classique de la famille traditionnelle avec la différence entre les garçons et les filles. Et est-ce que tu penses que cette différence de traitement, elle était délibérée de la part de tes parents parce qu'ils jugeaient que tu avais besoin d'être protégée? Et c'est-à-dire ne pas prendre de risques comme ceux qu'on pouvait laisser supposer prendre aux garçons, alors que toi, tu méritais un traitement différent.
Peut-être en tant que fille, peut-être que c'était par souci de protection. Peut-être plutôt que on laissait un peu plus de liberté aux garçons. Ah oui, alors ça c'est un thème important, celui de la liberté. Par contre, est-ce que vous avez souvenir, l'une et l'autre, de tâches particulières qu'on vous confiait et qu'on n'aurait pas pensé à proposer aux garçons? Oui. Juliette? Moi, je n'avais pas de frère, donc pas de problème. Mais enfin, tu avais des amis quand même, tu avais des amis garçons. Est-ce que ces amis garçons, ils faisaient des choses que toi, tu ne faisais pas, tu ne pouvais pas faire? Non, je ne me souviens pas de ça. Non, j'ai fait du basket, de l'aviron, mais non, j'étais intégrée dans des équipes qui étaient mixtes. Donc tu faisais du sport, mais est-ce que tu trouvais, par exemple, que ce que te proposaient tes parents, aider ta mère à la cuisine ou bien faire certaines choses, c'était quelque chose que tu n'avais pas envie de faire, que tu aurais volontiers laissé faire à des garçons si tu avais eu des frères? Oui, certainement. Je ne me suis pas posé la question puisque je n'avais pas de frère, mais bon, il y a peut-être des choses que j'aurais ne pas aimé ne pas faire. Oui. Par exemple? La cuisine, par exemple. Oui. Bon, c'est à peu près tout. Le ménage? Le ménage, peut-être, oui. Alors moi j'ai une petite anecdote à ce sujet. Quand j'étais adolescente, on avait une femme de ménage qui venait une fois par semaine. Et puis le reste du temps, maman était toute seule pour assumer les tâches ménagères. Et une fois, elle m'avait demandé de faire le lit de mes frères. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai estimé que je n'avais pas à faire le lit de mes frères. Mes frères étaient assez grands pour faire leur lit. Et je n'avais pas à le faire. Alors ma mère a été assez surprise de ma réaction. Et elle n'a jamais renouvelé la demande. D'accord. Ça c'est intéressant. Et de ton côté, est-ce que toi, tu as des souvenirs de choses, bien que tu n'aies pas eu de frère, Juliette, des souvenirs de choses qu'on t'ait demandé de faire et que tu aies refusé parce que tu jugeais que ce n'était pas à toi de les faire? Non, aucun souvenir de ce style. Tu as été une fille, une jeune fille disciplinée. Malgré tout, à quel moment, l'une et l'autre, vous rendu compte que vraiment, finalement, il y avait une sorte de différence de traitement entre vous et les garçons qui pouvaient se justifier ou ne pouvaient pas se justifier à vos yeux? Je ne me souviens pas de la période où j'ai vu cette différence. Même à l'adolescence Je n'ai pas de souvenir de ce style, non. Oui. Non, moi c'est justement à cette période de l'adolescence où il y a eu cette petite anecdote. Et je me suis rendu compte effectivement que mes parents faisaient une petite différence dans les activités et autres entre mes frères et moi. Après, je ne saurais pas dire si c'était volontaire, si c'était un esprit de protection. C'était très, très traditionnel. Mes parents ont été élevés comme ça. Ma mère a été élevée comme ça. Et puis, je prenais, logiquement, je devais prendre la relève. Mais bon, voilà, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Et... Maintenant, on va quand même donner la parole à Bernard pour lui demander s'il se souvient, lorsqu'il était enfant et adolescent, du traitement qui était réservé aux filles par les garçons. Est-ce qu'on refusait de les associer à certains jeux? Est-ce qu'on trouvait qu'elles étaient trop faibles, ou bien qu'il fallait qu'elles fassent autre chose, ou bien que c'était à elles de faire la vaisselle, ou d'éplucher les légumes, ou d'aider la maman à faire les lits, etc. Eh bien, moi j'ai été élevé dans un milieu ouvrier. Je dois dire qu'à aucun moment, je me suis aperçu à l'époque, et même avec le recul maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une grosse différence dans quelque domaine que ce soit, aussi bien pour les jeux. Au niveau familial, c'est pareil, j'ai eu un frère et une sœur. Les tâches étaient réparties tout naturellement. Et franchement, non, il y avait pas, à mon époque, il y avait pas de différence notoire
entre les filles et les garçons, pour les jeux, pour quoi que ce soit. Non, j'ai jamais. Moi, j'ai ressenti une différence, et peut-être là, c'est un sentiment d'infériorité. Après, au niveau scolaire, au niveau des études, même au niveau du travail plus tard, j'ai toujours perçu une sorte de supériorité des filles dans beaucoup de domaines. Et ça, évidemment, c'est toujours passé un peu sous silence, surtout par la gente masculine, qui n'ose pas l'avouer, mais c'est un fait. Aujourd'hui, je suis persuadé d'ailleurs que les femmes sont supérieures à beaucoup d'hommes au niveau intellectuel et au niveau du fonctionnement de la vie en général. Non, n'en mettez pas trop quand même, Bernard. Mais là, évidemment, on sait qu'à l'école, au lycée, à l'école primaire, au collège, au lycée, les garçons estiment que les filles sont sérieuses, elles le sont plus qu'eux, et elles obtiennent en général de meilleurs résultats. Ça, c'est une chose qui est bien établie, mais est-ce que ça n'est pas justement pour compenser le fait que, par ailleurs, leurs droits sont déjà un petit peu méconnus, Juliette? Oui, que les droits des femmes soient méconnus, moins maintenant, enfin ça s'arrange peu à peu, enfin ça dépend où d'ailleurs. On va passer quand même à une autre étape maintenant, qui est celle de la vie professionnelle. Bon, apparemment, l'une et l'autre, vous n'avez pas été traumatisées outre mesure pendant votre enfance ou votre adolescence par le traitement qui vous était réservé par les garçons de votre classe d'âge ou bien par des adultes. Lorsque vous avez abordé la préparation à votre vie professionnelle et votre vie professionnelle, est-ce que vous avez constaté là un traitement différent réservé aux femmes et aux hommes? Brigitte? Non, j'ai pas le sentiment. On nous a laissé le choix, étant jeune, au moment de la préparation de notre vie professionnelle. On nous a laissé le choix de notre avenir, de notre orientation. On n'a pas été, j'ai pas été influencée par telle ou telle branche. Non, ça pas du tout. Non. Mes frères ont choisi ce qu'ils ont voulu, mais non, on n'a pas. Moi, j'ai pas été influencée. On t'a pas dit tu vas faire médecine, non, ou bien tu vas faire comptable. Du tout. Non. C'est un choix. J'ai fait mon choix d'orientation sans avoir été moi-même orientée par une autre telle ou telle branche. Non, pas du tout. Est-ce que tu penses avoir été influencé par ce que tu voyais du sort qui était celui des filles de ton âge et qui s'engageaient dans telle ou telle voie professionnelle, ou de personnes qui étaient déjà engagées dans la vie professionnelle et qui t'auraient pu t'amener à faire un certain nombre de constats? En fait, l'environnement dans lequel j'évoluais au niveau scolaire, on a à peu près pris, avec quelques exceptions près, on a à peu près pris la même orientation dans le milieu professionnel, c'est-à-dire dans le milieu tertiaire, parce que j'avais choisi cette branche à la base, donc j'étais tout naturellement orientée, et mes camarades aussi se sont orientés vers ce domaine tertiaire. Et toi, Juliette, est-ce que tu as fait ce que tu voulais, ce que tu souhaitais, ou est-ce qu'on t'a orienté en te conseillant fermement d'aller dans cette direction? Non, j'ai vraiment fait ce que j'ai voulu. Mais je m'aperçois maintenant en y repensant que finalement, sauf au collège où c'était mixte, à l'école primaire où c'était mixte, ensuite à l'école normale et ensuite en classe de concours, on était uniquement des filles. Oui. Il n'y avait pas de contact avec les garçons. Parce que la mixité n'était pas encore entrée n'était pas devenue quelque chose de normal et de courant. Je ne sais pas, puisque au collège et à l'école primaire, on était mixte. Oui. Et puis après. Il y avait des préparations. Alors, il y avait des préparations féminines, il y avait des écoles normales. Oui, ça, tu parles des écoles normales de ce qu'on appelait les instituteurs à l'époque. Effectivement, il y a des écoles normales d'institutrices et des écoles normales d'instituteurs. Mais en dehors de ça, tu as connu la mixité depuis ton jeune âge. Oui. Parce que là, je vais enfourcher un des fameux stéréotypes
en disant que je ne vous demande pas votre âge, mais je me suis adressé à vous parce que je pense que vous avez une expérience, un recul suffisant quand même pour avoir l'expérience suffisamment avancée dans votre vie pour avoir connu à peu près tous les stades. Alors, Brigitte, toi tu as fait aussi à peu près ce que tu voulais. Lorsque tu as été engagée dans la vie professionnelle, est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a choqué? Est-ce que la différence de traitement entre les hommes et les femmes, tu l'as ressenti tout de suite? Cette différence, elle existe, puisque il existe encore une différence de traitement moyen. Non, moi j'ai pas ressenti cette différence entre hommes et femmes tout au long de ma carrière. D'autant moins maintenant, puisque actuellement je travaille dans un milieu socio-éducatif où il y a une grosse partie, c'est du personnel féminin. Et on n'a pas, au niveau différence de salaire, je pense pas qu'il y ait de grosses différences de salaire. Tu n'as jamais entendu parler des différences de traitement? Si, j'ai entendu parler des différences de traitement, mais dans les structures où j'ai travaillé, je l'ai pas ressenti, puisque on faisait un travail différent. Mes collègues dans les petites structures où je travaillais, mes collègues étaient techniciens, ils travaillaient à l'extérieur, donc ils ne faisaient pas le même métier que moi. Moi, je faisais un métier administratif, donc on n'était pas du tout sur la même branche, pas du tout sur le même niveau. On faisait des métiers tout à fait différents, et ça a toujours été comme ça jusque-là, puisque j'ai toujours travaillé dans des petites unités. Est-ce qu'il y a des travaux, est-ce qu'il y a des branches d'activité dans les structures où tu as travaillé qui étaient le fait des hommes et que tu aurais aimé faire? Toutes choses égales d'ailleurs, bien entendu, en ce qui concerne ta formation initiale. Ouais. Non, parce que c'était des métiers de technicien. Ça c'est. Non, il y a plein de femmes qui font des métiers techniques. À l'époque, ça ne m'intéressait pas. Ça t'intéressait pas, ou bien tu pensais que c'était pas du tout à ta portée? Non, c'est pas un domaine qui m'intéressait. Ce que je faisais me convenait. Je n'étais pas intéressée par un métier différent de ce que je faisais. Bernard, toi, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte, ou est-ce que tu t'es rendu compte quand tu as été engagé dans la vie professionnelle, qu'il y avait des domaines qui étaient réservés aux femmes, qu'il y avait des domaines qui étaient réservés aux hommes, et est-ce que ça t'a amené à te poser des questions? Oui, alors là c'est un fait établi dans le domaine de la banque. Il était inconcevable ces 50 dernières années d'avoir un directeur d'agence féminin, une directrice donc. En Dordogne par exemple. Pourquoi Parce que c'était un secteur très macho à l'époque, et c'était toujours des hommes qui étaient désignés directeurs d'agence par principe. Je n'ai pas vu du tout de directrice d'agence. Ce qui change actuellement, puisque maintenant il y a beaucoup plus de femmes directrices d'agence, mais depuis les 5 dernières années. Avant, ce n'était pas du tout le cas. Seulement depuis les 5 dernières années. Donc c'est une évolution très, très récente, ça. C'est très récent. Et est-ce que tu as une idée des raisons qui font que les femmes étaient écartées des postes de direction? Alors il y avait, je pense que c'était dû tout simplement, il y avait des directeurs généraux, des directeurs, il y avait les cadres supérieurs qui étaient essentiellement des hommes, donc c'était une habitude, on nommait les hommes, et les hommes qui n'étaient pas toujours d'ailleurs très bons dans le secteur, puisqu'on voit maintenant aujourd'hui des directrices d'agences qui sont très efficaces. Le fait qu'il n'y ait que des hommes était volontaire, c'était volontaire. Et alors ça tient, ou ça tenait, d'après toi, à cette espèce de tradition qui veut que les postes de direction soient réservés aux hommes parce que les femmes en sont jugées incapables?
Oui, c'était un vieux système où la femme était secrétaire du directeur d'agence, elle était éventuellement commerciale, quoique très peu. Maintenant, ça a évolué dans ce sens, mais c'était quand même des tâches beaucoup plus subalternes. Les postes importants dans toutes les agences étaient donnés aux hommes. Ça, c'est évident. Juliette, ton expérience professionnelle, elle, qu'est-ce qu'elle a été? Est-ce que tu as rencontré cette différence de traitement entre les femmes et les hommes dans le métier que tu as exercé? Non, moi j'étais professeur, donc j'étais fonctionnaire. Donc mon traitement ne tenait pas au fait que j'étais un homme ou une femme. Et les postes étaient attribués au point, et là non plus, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Et je dois dire que très tôt, j'ai vu des femmes qui étaient directrices. Tu peux nous donner une idée du recul dans le temps? Tu veux dire 20 ans, 30 ans, 40 ans? Ah, oui, 60 ans, on peut dire, plus même. Et moi, j'ai toujours travaillé vraiment en harmonie avec mes collègues masculins. On avait toujours des choses à faire ensemble, mais ça s'est toujours très, très, très bien passé. Est-ce que tu attribues ça au fait que, justement, le fait que vous soyez engagé dans la fonction publique, il y avait obligatoirement une homogénéité des traitements, je parle de traitement financier, entre femmes et hommes? Oui, on n'avait pas à se bagarrer pour avoir un traitement meilleur que celui du voisin, puisque de toute façon, c'était déterminé par l'échelon où on était. Donc ça, c'était pas, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Ça facilitait certainement beaucoup les relations entre les hommes et les femmes. Alors, on va enchaîner maintenant sur votre vie conjugale d'adulte. Vous êtes des mères toutes les deux. Il y en a même Juliette et même grand-mère. Dans votre vie conjugale, est-ce que vous avez eu l'impression d'être, non pas maltraitée, mais d'être astreinte à des choses que vous auriez aimé partager avec votre conjoint? Est-ce que vous avez eu la sensation de voir peser sur vous ce dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, à savoir de la charge mentale? C'est-à-dire que les femmes ont 2 journées, elles ont leur journée si elles sont employées, et puis elles ont ensuite la journée à la maison, il faut qu'elles fassent la cuisine, qu'elles assurent la lessive, qu'elles fassent les courses et qu'elles s'occupent des enfants. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti, Brigitte? Ah non, moi pas du tout. J'ai eu la chance de rencontrer un homme qui assume beaucoup de tâches à la maison, tâches ménagères, et autres. Là, alors là, mais j'ai vraiment pas à me plaindre du comportement de mon mari. Il a toujours assumé les tâches ménagères, les tâches qu'on puisse avoir au sein de la maison. Tu n'as pas été obligé d'insister pour non, lui faire jamais. prendre le pli? Jamais, jamais, jamais. Même quand nous avions notre fille qui était toute petite. Il s'en occupait, il préparait le biberon, c'est extraordinaire, c'était très bien. Bernard, à toi, est-ce que tu penses que cette implication du conjoint, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit aller de soi? Est-ce que dans ta vie conjugale, personnelle, est-ce que tu as senti que c'était une obligation pour toi, ou bien ça t'est venu tout naturellement? Oui, alors ça, à mon avis, c'est quand même dans la nature de chaque homme. Alors, lié à l'éducation aussi, je pense, parce que j'ai beaucoup de mes amis qui n'ont pas du tout le même comportement avec leurs épouses et qui se comportent pas de façon désagréable avec leur épouse, mais qui tout bonnement laissent faire le travail à la femme tranquillement, parce que soit c'est une tradition, soit il a autre chose à faire, du sport, des choses comme ça. Voilà, c'est pas fait dans un mauvais esprit, mais c'est une tradition qui perdure, hein, qui est tenace. De ton côté, Juliette, toi, quelle a été ton expérience dans le domaine de ta vie conjugale? Est-ce que tu as subi la charge mentale? Est-ce que tu l'as senti peser sur tes épaules à certains moments ou bien en permanence? Non,
Je ne l'ai pas senti peser beaucoup. À certains moments, oui. Quand mon mari avait des obligations professionnelles assez denses, à ce moment-là, évidemment, c'était plutôt moi qui s'occupait des enfants, qui m'occupait un peu de la maison. Mais enfin, bon, ça a duré un moment, mais ça n'a pas toujours été, parce que lui aussi, il a partagé beaucoup cette charge. Alors, je suis tombé malheureusement sur des femmes privilégiées. Oui. Est-ce que quand même, il y a des moments où vous avez eu envie de vous révolter? Brigitte. Non, moi j'ai pas eu envie de me révolter. Non, j'ai fait ce que j'ai voulu faire. J'ai eu la chance de rencontrer mon mari qui m'a aidé. On a partagé les tâches ensemble. On a traversé des moments difficiles ensemble. Non, vraiment, moi j'ai pas ressenti à un moment donné un besoin de révolte. J'ai pas éprouvé le besoin de me révolter à un moment donné dans ma vie ou professionnelle ou dans ma vie conjugale. Je sais pas. Quand même, tu connais bien l'histoire des droits des femmes. Oui. Tu sais que, par exemple, il y a des pays européens où les femmes ont eu le droit de vote en 1915, oui. Et puis qu'en France, il a fallu attendre 1945. Ça, c'est quand même quelque chose qui a peut-être justifié un combat pour la reconnaissance des droits des femmes qui était un petit peu méconnu. Est-ce que tu t'es associé à ce mouvement qui a pris de l'ampleur depuis quand même une trentaine d'années et qui a été illustré par la lutte pour la reconnaissance de l'IVG, par la lutte pour la contraception, et puis évidemment par cette lutte qui n'est pas terminée pour que l'égalité des traitements et de l'accès aux responsabilités soit quelque chose de tout à fait automatique. Juliette. Oui, moi, dans ma vie personnelle, je n'ai donc pas eu à me révolter véritablement, même si quelquefois je trouvais que c'était un petit peu lourd. Mais je me suis intéressée au mouvement féministe et j'ai été militante du CIDEF, qui est le centre d'information sur le droit des femmes et des familles, et qui lutte justement pour cette égalité des chances, pour cette égalité de salaire, contre les violences évidemment, pour l'emploi féminin, etc. J'ai milité pendant une quinzaine d'années, bon là j'ai laissé un petit peu de côté. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça veut dire que toi tu considères que le combat n'est pas terminé? Ah non, pas du tout. Ah non. Il est à refaire continuellement, parce que par exemple pour l'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse, bon il faut être très vigilant, hein, parce qu'il y a toujours des endroits où on refuse l'IVG, on refuse de faire l'IVG, il faut que les femmes aillent ailleurs, etc. Bon, donc, ça n'est qu'un exemple. Hein. Y compris dans les pays dits civilisés. Ah oui, je parle de la France. Là. Alors donc, là, il y a quand même quelque chose. Tu as prononcé aussi le mot de violence. Alors, le fait qu'on parle pratiquement tous les jours, ou toutes les semaines en tout cas, de violences faites aux femmes, le fait qu'on fasse un décompte macabre des femmes qui sont tuées par leur conjoint ou par leur compagnon dans un pays comme le nôtre, est-ce que ça n'est pas un thème qui interpelle et qui montre que justement le combat n'est pas terminé? Brigitte, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'effectivement le combat n'est pas terminé, loin de là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi je n'ai jamais été militante. Sans doute par rapport à ma situation, à ma condition, qui était... j'ai jamais éprouvé, comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais éprouvé besoin de me révolter. Mais je pense effectivement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu as parlé de ton passé africain. Vous avez l'une et l'autre été confrontés à des cultures différentes de la culture dans laquelle nous vivons, ici en France et en Europe. Est-ce que vous n'avez pas été révolté de voir la manière dont les femmes sont traitées, quelquefois encore dans certains pays? Moi, j'ai des exemples très, très précis. J'étais professeur dans le Midi de la France et j'avais dans une classe une jeune fille qui devait avoir 13 ans et demi, 14 ans maximum, qui était africaine et qui était une très bonne élève, très vive, très intelligente, etc. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui l'embêtait, qui l'ennuyait.
Et on a fini par comprendre. Et elle nous a dit un jour qu'elle avait très peur d'être obligée de se marier de force quand elle rentrait pour les vacances au pays. Alors nous, on lui avait donné un numéro de téléphone d'un avocat, enfin d'une avocate qui s'occupait de ses affaires. Mais enfin, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, parce qu'après, moi, j'ai quitté l'établissement. Mais ça, c'était quand même quelque chose, c'était vraiment un droit. Elle était complètement bafouée, cette enfant. Elle risquait de terminer avec tout un tas d'enfants, et puis... Mais à ce moment-là, le seul recours que vous avez eu, ça a été de lui donner l'adresse, les coordonnées d'un avocat. Vous ne lui avez pas donné le 3919, puisqu'il n'existait pas à l'époque. Non. De ton côté, mais est-ce que toi, tu as trouvé que, dans tes expériences de culture différentes de la nôtre, est-ce que tu as trouvé que les femmes étaient en général bien traitées, ou est-ce qu'elles étaient plutôt moins bien traitées que les hommes, et moins bien traitées que les femmes en Europe ou en France ? Je pense que les femmes sont moins bien traitées que les hommes d'une façon générale, alors plus particulièrement dans certains pays. Je peux citer un autre cas d'une femme qui faisait le ménage chez moi. Et c'était dans une île dans les Dom-Tom. Et elle avait des enfants sans arrêt. Enfin, c'était absolument incroyable. Elle enchaînait les grossesses les unes derrière les autres, et c'était de plus en plus difficile. Et elle m'en a parlé. Je lui ai dit, écoute, on pourrait aller, si vous voulez, on peut aller au planning familial qui venait de s'ouvrir à ce moment-là, et on verra ce qu'on peut faire. Je lui ai dit, mais je peux vous accompagner si vous voulez. Et puis, j'ai plus entendu parler de rien. Et puis, quand même, un jour, quelques temps après, je lui ai reposé la question. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez qu'on aille au planning familial ? Elle m'a dit, non, il n'en est pas question. J'en ai parlé à mon mari, et il ne veut pas, parce que si je n'ai plus d'enfant, on dira qu'il est impuissant. Donc je ne veux pas. Elle était ouvertement sacrifiée. Elle a certainement fort mal terminé, parce que ses grossesses étaient de plus en plus difficiles, ses accouchements de plus en plus durs. Je suis partie, et je ne l'ai pas revu, mais je pense que là aussi, c'était un abus évident, et qu'il ne doit pas être le seul. Qu'est-ce que vous pensez, l'une, l'autre, et Bernard, du mouvement en cours depuis un certain nombre de mois, même d'années, on peut dire, depuis MeToo, c'est-à-dire de ce mouvement de libération de la parole qui a été déclenché en particulier par l'affaire Epstein. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va laisser des traces et qui va faire évoluer la société, ou est-ce que vous pensez que ça va être un feu de paille et puis que rapidement on n'en parlera plus et que ça sera terminé ? Et que les abus qui sont dénoncés de plus en plus souvent vont continuer parce que ça fait partie des relations entre les hommes et les femmes. Eh bien, j'espère que ça va s'atténuer. En tout cas, c'est une bonne chose qu'il y ait toutes ces déclarations qui ont été faites. J'ose espérer que le comportement, l'attitude entre les hommes et les femmes va changer. J'ai bon espoir que les relations soient meilleures et plus équilibrées et plus équitables. Toi, tu penses qu'il y a quand même quelque chose qui justifie à la fois cette prise de conscience et puis cette prise de parole? Oui, parce qu'il y a des actes qui ont été commis, il y a des paroles qui ont été dites, il faut en parler, il ne faut pas que ça continue comme ça. Le mouvement doit continuer, se développer pour arriver à quelque chose de meilleur. Vous savez bien qu'il y a quand même un certain nombre de femmes qui ont pris position en disant tout ça, c'est pas à prendre en considération, c'est quelque chose d'absolument normal, et absolument normal que les hommes draguent les femmes et puis qu'ils essaient d'avoir leur chance avec elles, puisque ça s'est toujours fait comme ça, et ça se fera toujours comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Juliette ? Oui, je pense que dire que les femmes sont responsables de ça, c'est un peu poussé là quand même. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était... tu te souviens sans doute de ces prises de position d'un certain nombre de femmes célèbres qui ont dit le droit à la drague, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Le droit à la drague, oui, quand ça s'adresse à des gens qui sont en infériorité, ou soit des jeunes filles, c'est pas normal, c'est injuste, c'est pas justifié. Oui. C'est un problème compliqué, donc oui, que la pression et le déséquilibre entre les partenaires, évidemment, qui sont plus ou moins consentants.
Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Bernard? Est-ce que tu es perturbé par le fait que la France soit un des pays d'Europe où les violences faites aux femmes sont les plus graves et les plus nombreuses, avec des pays comme l'Espagne? Oui, je pense que les hommes qui ont subi une éducation violente dans leur jeunesse permettent toujours ce genre de comportement. Mais je pense quand même qu'il y a également une prise en compte par les femmes en général, même s'il y a des exceptions. Je pense que une amélioration est enclenchée quand même dans le sens de la parole. La parole est libérée, les femmes parlent beaucoup plus qu'avant, et je pense quand même que ça va être un frein contre la violence. Je pense que les hommes vont réagir. Alors, c'est peut-être pas toujours visible actuellement, c'est peut-être encore visible, mais je pense qu'il y a une prise de conscience quand même, et vu la médiatisation de tous ces phénomènes, je pense que l'espoir est permis d'aller vers une amélioration sérieuse. C'est aussi ton impression, Juliette, dans ton travail social? Est-ce que tu as vu poindre une amélioration dans ce domaine? Les femmes parlent plus facilement, c'est vrai. Elles parlent plus facilement et elles demandent plus facilement de l'aide aussi. Moi, il y a un sujet que je voudrais aborder, ce qui est... parce que ça, je l'ai vu beaucoup dans mon travail d'association, c'est les problèmes de paiement de pension alimentaire. Quand les femmes se séparent de leur conjoint, il y a un jugement, il y a une pension alimentaire qui est versée en général par l'homme pour la femme en fonction des enfants. Et très souvent, vous avez des pensions alimentaires qui ne sont pas payées. Et il n'y a pas grand-chose à faire là. Et ça c'est difficile parce que les femmes se sentent accablées et puis elles ont des problèmes financiers qui sont difficiles à résoudre. Alors même si on les aide, même si ça peut être un peu aidé par la CAF, ça ne suffit pas. Et puis il n'y a pas de reconnaissance, quoi. Est-ce que ça n'est pas contradictoire avec le fait que, dans une majorité de cas, la garde des enfants est confiée aux femmes? Le fait qu'on constate assez souvent un non-paiement des pensions alimentaires, et malgré tout, on continue à confier la garde des enfants, c'est-à-dire à leur créer une surcharge importante en matière de besoins. Et tout ça pose peut-être le problème de l'arsenal répressif, d'une manière générale, contre les violences faites aux femmes, et en particulier contre celles-ci. Il y a de plus en plus de gardes partagées, et il y a de plus en plus d'hommes qui ont la garde des enfants. Il y en a moins que de... Parce qu'on a pris l'habitude, les magistrats et magistrates ont pris l'habitude de donner la garde des enfants aux femmes. Mais bon, c'est vrai que ça c'est en train de s'équilibrer quand même un petit peu à l'heure actuelle. Ce non-paiement de pension, je trouve c'est pas bien, quoi. C'est nier les enfants, c'est nier la femme, etc. Oui, alors pourquoi on continue à confier les enfants aux femmes? Ça veut dire qu'on juge que les hommes sont incapables de s'en occuper? Non, c'est en train de se faire peu à peu, et il y a de plus en plus de gardes partagées, c'est-à-dire une semaine. Je crois qu'on a fait un grand tour des problèmes. Ils restent nombreux. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Oui, je crois que Juliette a quelque chose à dire. Moi, je voudrais dire que si les femmes sont en difficulté, soit parce qu'il y a violence psychologique, violence verbale, violence matérielle directe, il y a des associations qui s'occupent d'elles, qui peuvent s'occuper d'elles, en particulier le CITEF dont j'ai parlé tout à l'heure, le Centre d'information pour les femmes et les familles. Il y a un bureau à Bergerac, un bureau à Périgueux, et il y a on trouve ça sur l'annuaire, sur Internet, et elles peuvent prendre rendez-vous pour avoir l'avis d'une juriste ou l'avis de quelqu'un qui les dirigera dans l'emploi aussi, ça c'est important. Puis il y a aussi l'île aux femmes, qui est à Périgueux, où les femmes peuvent venir passer un moment et puis avoir un conseil et échanger, avoir un peu de calme, etc. D'accord. Moi, je voudrais dire qu'on est quand même dans un pays relativement privilégié. Oui. En ce qui concerne la condition des femmes, même si tout n'est pas parfait, de loin, s'il y a encore des violences, s'il y a encore des femmes qui ont des métiers difficiles, comme les
les caissières du supermarché, par exemple, ou les aides à domicile, qui sont essentiellement féminines. Oui, mais enfin, quand on regarde par rapport à l'Afrique, on est relativement privilégié, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à se battre. Oui. Au contraire. La célébration de la Journée mondiale des droits des femmes vous paraît absolument justifiée. Oui. Merci beaucoup à vous trois et bonne fête du droit des femmes demain. Merci. Merci.